Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui je vais vous présenter mon bilan culturel de novembre, donc ce que j'ai lu et vu et un petit peu écouté ce mois-ci. J'ai recensé ça comme le mois dernier et j'espère que ça vous plaira. Pour commencer, j'ai lu Voyage en République de Crabe de Tamarz. Tamarz, c'est une illustratrice et une tatoueuse française. Alors je tiens à présenter mes excuses parce que je m'obstine à dire Tarmars quand son nom, véritablement c'est Tarmas. Je pense que c'est bon à savoir. Et c'est son premier roman graphique. C'est un livre qui m'a beaucoup intriguée. J'ai trouvé que le dessin était particulièrement original. C'est un style de dessin un peu abstrait. Enfin, c'est un style qui va vachement ouvrir l'imagination, mais qui peut aussi être un peu hermétique. Les personnages vont changer de forme. Je vous mets des images, on peut voir que le personnage change de trait, vous voyez ce que je veux dire? On le reconnaît toujours. Il y a une certaine harmonie dans les dessins malgré tout. Autrement, l'histoire est sympa. Il y a vraiment un effort pour créer un monde dans ce livre qui est très intéressant. En fait, c'est une sorte de petit journal de bord. Donc c'est une postière, je vais même pas raconter l'histoire. C'est une employée d'une compagnie privée. En gros, c'est la poste privée où tu livres des colis à des endroits un peu absurdes. Et du coup, il y a des pages de carnet de bord parce que la personnage, ça se dit? Bon, la fille se rend dans la République de Crabe, qui est un endroit très fermé qui laisse rentrer aucun touriste. Moi j'ai trouvé l'histoire sympa, j'ai beaucoup aimé l'idée de faire un inventaire, presque comme dans un jeu vidéo. Le pays où elle se rend, c'est un endroit très terne et c'est voulu. Les couleurs sont rabâchées, on a tout le temps ce même jaune, gris, noir, enfin jaune moutarde, qui sont des couleurs un peu ternes. On te parle d'humidité, on mange que de l'oignon là-bas, tu vois, c'est... Tout de suite, t'as une sensation de malaise et je trouve que l'atmosphère est très bien rendue. Vraiment, tu te sens pareil. En fait, ce qui m'a déplu, c'était le fait de me sentir autant dans cet univers. Je pense que c'est ce qu'a voulu faire l'illustratrice et l'autrice pour le coup. C'est l'univers. Les couleurs ternes rendent compte de cet univers terne, de ce pays étrange. J'ai passé un bon moment en lisant ce livre. Je pense que c'est une lecture que je recommande, mais je sais pas si je le relirais genre 5 fois, tu vois. Par contre, pour un premier livre, pour un premier roman graphique, je trouve que c'est très bien. Enfin vraiment, je suis pas critique littéraire ou quoi, mais juste en tant que personne qui lit beaucoup de romans graphiques et de BD et qui est très critique, c'est quand même un excellent travail. Ensuite, en tout début de mois, j'ai binge-watché les nouvelles aventures de Sabrina sur Netflix. J'ai beaucoup aimé. Si ça vous dit rien, c'est une réadaptation de la série des années 90, Les aventures de Sabrina, l'apprentie sorcière. Et j'étais super contente de voir ça. En fait, a priori, c'est pas une série vers laquelle je me serais tournée si je connaissais pas Sabrina. L'univers des sorcières, c'est grave mon délire. En revanche, j'avais l'impression que c'était un peu... ça versait un peu dans l'horreur, tu vois. C'est une série que j'ai bien aimée, vraiment. J'ai passé un très bon moment. J'ai trouvé que c'était un très bon divertissement, en fait, sans prendre plus de recul que ça. En anglais, le titre c'est The Chilling Adventures. Genre, c'est censé être un truc qui fait un peu frissonner, qui fait un peu peur, et j'ai trouvé qu'effectivement, il y avait cette dimension d'horreur. Les films d'horreur, jamais de la vie. Je suis une vraie froussarde. Et il y a certains moments qui m'ont fait sursauter, mais je pense que ça se regarde vraiment. Si j'ai un reproche à faire à cette série, c'est que le truc qui saute aux yeux vraiment, c'est que c'est trop sombre. C'est un truc qui m'a grave agacée, c'est que les plans sont trop sombres. J'ai augmenté la luminosité à chaque fois de mon appareil à fond, parce qu'il y a un énorme contraste où tu vois énormément de noir ou juste tu vois rien. Genre ils sont dans la forêt et là, qu'est-ce que se passe-t-il? Je ne sais pas. C'est un peu pénible. Il y a la deuxième saison qui sort en avril. Il me semble qu'il y a un épisode spécial qui va sortir en décembre. J'ai hâte. J'ai pas plus réfléchi que ça à cette série. Je sais qu'un truc qui m'a marqué, c'était qu'il y avait un personnage non binaire joué par un acteur non binaire. Ça, j'ai trouvé ça cool. Voilà, c'était sympa. Bon, vers la fin, Sabrina était un peu agaçante. Tu te dis, Sabrina, mêle-toi de tes affaires. Mais c'est une série que je vous recommande, moi j'ai bien aimé. Une autre série que j'ai regardée ce mois-ci, c'est Maniac. Alors c'est une série sur Netflix, je crois qui est nouvelle. Et j'avais envie de regarder parce qu'il y avait Jonah Hill et Emma Stone, c'est des acteurs que j'aime bien. Je me disais, ah ça peut être sympa et tout. Je crois que j'ai arrêté à l'épisode 3 ou 4. C'est vraiment très spécial, genre tu sens que c'est très recherché. Les visuels en particulier sont très recherchés. Mais il y a trop de mystères pour moi dans cette série. Encore une fois, un avis personnel, mais le premier épisode, je l'ai regardé avec des potes et à la fin on était là, vous avez compris quoi vous? Le deuxième épisode, ça se précise, tu comprends qu'il s'agit d'une sorte d'expérimentation pour un médicament qui permettrait de retrouver la mémoire et de soigner des traumatismes. Mais c'est presque genre une dystopie.
J'ai pas du tout accroché, je me suis dit ça sert à rien de se forcer à finir, donc j'ai arrêté. Un autre livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est The Art of Kiki's Delivery Service. Récemment, je me suis replongée dans Kiki la petite sorcière et j'avais envie de relire ce livre que j'ai chez moi depuis un an et demi. En fait, c'est un livre qui te montre principalement des images du storyboard, pas des scènes coupées, enfin si des scènes coupées j'imagine, juste les images du film. Et au début, tu as une introduction où on t'explique la genèse. Ça, j'ai trouvé ça fascinant. Il y a évidemment pas beaucoup de texte dans ce livre, mais j'adore parce que c'est comme se replonger dans le film sans vraiment avoir à lancer ton lecteur DVD ou quoi. T'as la genèse, quelques fun facts sur le livre, mais c'est surtout pour les images que ça m'intéresse. Ça m'est arrivé de photocopier quelques pages pour les mettre dans ma chambre. Et à la fin, t'as le scénario, comment on dit, le script, je crois, du film. Voilà, c'est un livre que j'adore. J'aime bien parce que j'ai l'impression d'aborder le film dans une approche beaucoup plus muette puisqu'il n'y a que les images pratiquement. Donc je sais pas si ça compte vraiment comme quelque chose de culturel. En tout cas, je l'ai lu. Ensuite, j'ai lu un roman graphique qui s'appelle Cet été-là de Gillian Tamaki et Mariko Tamaki. Merci Pauline. Alors, un peu sceptique par rapport à ce roman graphique. Les dessins sont vraiment très très beaux, ça c'est un truc à souligner. Pour l'histoire, c'est une petite fille qui va en vacances avec ses parents dans un endroit près de la mer où elle va toujours et où elle retrouve son ami. C'est un livre assez sympa. Les protagonistes sont deux préadolescentes et le livre traite de ces questions qui taraudent la préadolescence, les disputes entre les parents, les films d'horreur, le sexe, la puberté. Mais je sais pas, genre, en fait ce qui m'a le plus marqué dans ce livre, c'est l'ambiance. Il y a une sorte d'ambiance empreinte de nostalgie. Tu sens qu'il y a un truc lourd et grave en arrière-plan. Ouais, vraiment, il y a une drôle d'atmosphère en fait. Il m'a pas vraiment marqué, malgré les dessins vraiment très travaillés. Maintenant, une BD que j'ai énormément attendue. Tout d'abord, j'étais évidemment très contente de me replonger dans l'univers de Lou. T'es contente de retrouver cette figure familière. C'est doux. C'est le 8e tome, genre. Tu commences à bien connaître les personnages et tu retrouves ces couleurs chaudes, ces tons pastels. T'as toujours plein de détails sur une case qui te donnent envie de t'attarder, de passer du temps à réexaminer. Là, les chambres, vraiment, oh j'adore. Je vous préviens tout de suite, je pense qu'il va y avoir des spoilers. Donc je vous laisse avancer la vidéo autant que je vous indique ici. Alors, maintenant qu'on est plus qu'entre initiés qui avons lu Lou, je vais vous donner mon avis sur cette BD. J'ai été super déçue, j'ai été vraiment super déçue. Franchement, j'ai trouvé qu'il y avait encore trop d'incongruités. Je suis dégoûtée parce que Lou, c'est une série que j'adore. Je dirais pas que ça a construit mon identité, mais quand j'étais petite, ça a été une énorme influence dans mes journaux intimes, et ça a encore compté. Je disais, quand je dessinais des BD, on voyait l'influence de Lou dans ce que je faisais. Si on peut même parler du titre, là, En route vers de nouvelles aventures, mais on est où là? Ok, il s'agit d'un voyage, tu vois, et on comprend que le voyage de Lou est plus... Putain, la couverture... Really verte en plus. Tout se justifie. Donc, il s'agit d'un voyage. Lou quitte sa famille pour se découvrir. On comprend, tu vois, que c'est un voyage métaphorique, initiatique, où il faut qu'elle se trouve. Et Julien Nil prend vraiment en compte que le lectorat de Lou a grandi en même temps que le personnage. Et nous aussi, on ressent ce flou de la vie, ce flou de l'avenir, on sait pas vraiment et tout. Et c'est bien de sentir qu'une de tes héroïnes d'enfance vit ça avec toi, tu vois. Mais les personnages tournent en rond. T'as l'impression qu'à la fin de ce tome, il n'y a rien de nouveau. Le sentiment que j'ai, c'est que l'auteur est hyper nonchalant et c'est quelque chose qui m'énerve. Tu sens vraiment qu'en fait il fait ce qui lui plaît. Et c'est pas une mauvaise chose en soi, c'est encore une fois mon avis. Depuis le maxi virage de l'âge des cristaux, le tome 6, on cherche des réponses, on cherche à comprendre, on cherche des détails. C'est un tome qui se projette dans le futur, fantastique. Ouais, vraiment on cherche une logique. Et dans le tome 8, on nous dit à un moment que l'argent a plus de valeur, que ça sert plus à rien. Donc ça, tu vois, c'est un petit peu un indice. Tu te dis, oh, que signifie-ce? Vais-je comprendre? Et vraiment, je reste sur ma faim. C'est frustrant. Enfin vraiment, en fait, on a envie de relire les tomes précédents à la lumière de ce dernier tome. On a envie de lire l'âge des cristaux et la cabane éventuellement, et de comprendre des allusions, de se dire, ah, grâce à ça, j'ai compris. Mais c'est jamais le cas en fait. T'as l'impression qu'il n'y a pas de foreshadowing, il n'y a pas de travail en amont, c'est juste... Il écrit au fil de la plume. Il y a plein de questions qui restent en suspens. T'as l'impression que ça va être abordé. Tu te dis, oh, elle va croiser Richard peut-être, ou découvrir des trucs sur Richard. Elle croise sa demi-sœur. Ça, vraiment, c'est trop gros pour moi. On voit son père sur une page. Elle le rencontre toujours pas au 8e tome. That's too much. Lou, c'est un tome que j'attends à chaque fois avec
énormément d'attentes. Et à chaque fois je suis un peu genre, c'était bien de retrouver Lou, mais qu'est-ce que... Bon. En tout cas ça donne l'impression que c'est un tome intermédiaire parce que c'est... rien n'avance. Voilà, pour moi en fait ça c'est un tome de transition où on te dit va y avoir une réorientation qui est soulignée par cette couleur flashy, le titre, mais il n'y a même pas de suspense en fait. Je sais que je suis super pessimiste avec Lou, mais j'en attendais tellement. En revanche, c'est un tome que je vous recommande évidemment, faites-le, vous prêtez, achetez-le, il est très très beau. Regardez. Ma petite puce. Le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est Le Grand Écart de Jean Cocteau. C'est un livre que je vous ai présenté sur ma chaîne pendant mon haul vide-grenier et je l'avais commencé cet été, mais je m'étais brusquement arrêtée. Oups, mais je m'en veux pas, je pense vraiment qu'il y a un moment pour les livres, genre il y a un moment où tu dois lire ce livre et c'est pas grave, faut pas se forcer à lire immédiatement si on se sent pas, enfin je sais pas, bref. Alors j'ai beaucoup aimé le style. Au début en fait, j'étais vraiment super emballée, mais il fait tout noir. Bitch, what the fuck. Donc je parlais du Grand Écart. J'ai beaucoup aimé le style au début, j'ai trouvé que c'était chouette parce que c'était ce style un peu tordu qui pour moi représente le 20e siècle. Genre dans mon imaginaire le 20e siècle c'est ça, c'est utiliser des mots simples en apparence. J'aimais bien parce qu'on avait vraiment des portraits savoureux des personnages au début. Et il n'y avait pas vraiment d'intrigue, genre je sais plus jusqu'à quelle page je me suis dit mais... qu'est-ce qui se passe dans ce livre? On a un narrateur froid, enfin je vais juste vous lire un petit extrait pour vous donner un aperçu de ce à quoi ressemble la narration qui pour moi est fondamentale dans ce livre. Juste un trigger warning d'une mention de suicide. Ok, donc c'est une discussion entre deux mecs, dont le héros Jacques. Mais si Berthe vous aime, c'était le nom de la danseuse. Oh, elle ne m'aime pas, vous devez le savoir. Du reste, je compte me tuer dans 2 heures. Jacques le railla sur le suicide classique à Venise et lui souhaita bonne nuit. Le journaliste se suicida. La danseuse aimait Jacques. Il ne s'en était pas aperçu et ne l'apprit que des années après, par une tierce personne. Cet épisode lui donna un dégoût pour la poésie du paludisme. Il emportait encore d'une promenade au jardin Eden une fièvre intermittente qui lui rappelait désagréablement son séjour. Quand le mec, il se rappelle de son séjour comme étant désagréable parce qu'il a eu la fièvre et pas parce que quelqu'un s'est suicidé. Et en fait, après ces débuts sur les chapeaux de roue, vraiment j'étais là, ah c'est trop intéressant ce que je suis en train de lire, j'aime bien ça, ah ça s'est bien trouvé et tout. C'est devenu hyper décevant. Dès que l'intrigue se met en marche, ah Jacques a une maîtresse, ils vont à la campagne. Waouh! J'ai fini le livre en ronchonnant, tu vois. Je pense que je lirai d'autres livres de Cocteau, notamment les pièces de théâtre. Mais genre ça s'essouffle. Tu te dis plus, ah ça c'est une bonne trouvaille, j'aime bien. Non. Pour finir, je voulais vous présenter de musique. J'ai plus écouté ma bibliothèque Spotify en aléatoire, mais quand il y avait Deception Bay, j'étais au bout de ma vie. J'aime beaucoup cette musique. Magnifique. Sinon, j'ai pas mal écouté Thunder de Roy Blair. Ces musiques, je les ai découvertes, je pense, dans des playlists, tu sais, les playlists Spotify, musique pour vous, je sais pas, chill, pop, music. Voilà, c'est des musiques que j'ai trouvées cool et que je tenais à partager avec vous. Et voilà, c'est tout pour ce bilan culturel. J'espère que vous avez découvert des trucs. Je voulais vous remercier aussi pour les dernières fois, j'aurais dû le faire avant. Merci d'avoir partagé vos découvertes, vos recommandations la dernière fois parce que j'ai pris note, j'ai pris liste et ça me fait une pile à lire, une série à voir pour quand j'aurai fini ce que j'ai envie de regarder en priorité. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous ce mois-ci. Je suis désolée si j'étais un peu pessimiste et tout, mais j'ai juste été extrêmement frustrée et c'est un sentiment crispant parce que ça commence bien et après t'es déçu. Oh. Donc merci d'avoir regardé jusqu'ici et voilà, je vous souhaite une bonne soirée, passez une bonne journée. Bisous.